Thierry Keller, vous êtes directeur des rédactions de Ouzbek et Erika, donc plutôt un média. Donc vous observez cette scène attentivement depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc vous avez repéré des choses intéressantes qui se passent? Non, que dalle. Non, bah oui, plein de choses. Bon, d'abord, je pense que c'est important de repréciser. C'est vrai ce que vous avez dit. On est dans un endroit là, entre nous. Moi, ça fait longtemps que maintenant je fréquente le milieu de l'innovation et des grandes entreprises. Et je dois dire que je ne sais pas comment le formuler, mais se retrouver, disons, en famille est quelque chose d'assez réconfortant. Ok ? Vous avez compris à peu près ce que je veux dire. Et de gens, enfin moi j'ai l'impression qu'on a un peu les perdants de la situation. Je ne pensais pas du tout commencer comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est balayé par l'histoire. Et ça fait du bien de vous voir, ça fait du bien de vous entendre, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas mort en fait. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous allez pouvoir me huer, parce que je ne crois pas du tout, comme l'a dit Gilles, et pourtant Dieu sait si je suis un fidèle lecteur d'abord de ses livres et puis des productions de la Fondation. Je crois qu'on est vraiment profondément dans le retour de la question identitaire et pas du tout dans la question sociale. Mais c'est un peu provoque. D'où je parle, pour te répondre, Guillaume. Donc effectivement, je suis journaliste, hein. Je m'intéresse au futur. Mon journal, là, Ouzbek Erika, qui est partenaire de ces journées, et j'en suis très heureux, s'intéresse à ce qui peut advenir. Donc je vous rassure, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète, ni un prédictologue, ou encore un prévisionniste. La prospective, comme nous le rappelait notre ami Lyonnais tout à l'heure, est une matière particulière qui consiste à observer les signaux faibles et à tirer des scénarios sur l'avenir, non pas parce qu'un scénario va s'avérer exact, mais parce qu'on sera prêt le jour où un morceau de scénario interviendra dans nos vies, individuelles et collectives. Et qu'est-ce que j'observe depuis maintenant quelques années qu'Ouzbek et Erika observent ces phénomènes? C'est que peut-être que là où jadis, tu parlais, Gilles, de nos anciennes, notre vieille culture, là où jadis on pouvait penser que les conditions matérielles d'existence déterminaient nos consciences, je pense qu'on peut aujourd'hui affirmer que ce sont les conditions technologiques d'existence qui déterminent nos consciences. Que peut-être on ne se rend pas assez compte de cette espèce d'hallucinante rupture épistémologique, pour rester dans le vocabulaire, à l'œuvre depuis l'avènement d'Internet, qui consiste à nous séparer les uns des autres. À nous séparer les uns des autres. C'est-à-dire à rompre les solidarités les uns avec les autres. La façon dont nos existences sont matricées par la chose technique, par la chose technologique, provoque des conséquences incroyables. Dans les années 70, un philosophe de la technique, Jacques Ellul, avait dit, un régional de l'étape, avait dit il n'y a pas de différence entre une usine à Washington et une usine à Moscou. Ce sont les mêmes conditions de production. La manière, et Diana le rappelait tout à l'heure, la manière dont les géants de la Silicon Valley influe sur notre existence, donne presque raison et à Jacques Ellul, et si on remonte un peu plus loin encore en arrière, à Tocqueville, qui disait que plus on vivait dans une démocratie et plus les partis se sentaient loin du tout. Tocqueville n'avait pas connu Internet, mais s'il l'avait connu, peut-être qu'il aurait écrit, alors pas forcément dans la Fondation Jean Jaurès, mais peut-être qu'il aurait validé les hypothèses d'Ellul. Je m'explique. Ce que provoque la civilisation numérique, c'est la sécession. Je pense que c'est la sécession. Je le dis comme ça de manière un peu par décret.
La civilisation numérique nous écarte les uns des autres. Elle nous fait vivre dans nos propres univers. Elle atomise notre rapport à l'information. Elle atomise notre rapport au tangible, au lieu, à la façon dont on se retrouve physiquement en tant que mammifère dans nos sociétés. Voilà pourquoi sans doute fallait-il investir des lieux qui, je crois, à l'origine n'étaient pas faits pour ça, les ronds-points. Et si vous voulez, moi je comprends bien tout ce qu'il peut y avoir de, entre guillemets, mépris de classe à considérer la question des gilets jaunes à l'aune de l'enjeu technologique, mais je comprends bien ce qu'il peut y avoir aussi pour nous, la gauche, de culpabilité de classe à ne pas voir ce qui est à l'œuvre dans ce mouvement. Et mais on se voit à la fin, d'accord? Voilà, donc peut-être, moi c'est peut-être, je ne vais pas prendre trop de temps, je pense que ça lance des sondes comme ça. Je ne crois pas du tout qu'il y ait quoi que ce soit de progressiste dans le mouvement des Gilets jaunes. Je vois bien en quoi c'est un mouvement de classe. Je ne suis pas stupide, j'ai lu les choses, je suis allé sur les ronds-points. Mais pour moi, la question, c'est de voir comment une mauvaise lecture de la question des Gilets jaunes peut nous apporter à des mauvaises réponses politiques. C'est pas parce que, en gros, le gouvernement actuel ne répond pas à nos aspirations qu'il faut lorgner du côté du, je vais encore utiliser des expressions historiques pourries, mais du vent mauvais qui souffle sur ces fameux ronds-points. Je pense que la manière dont nos existences politiques et individuelles sont matricées par la civilisation numérique ne nous autorise pas pour l'instant à créer les conditions de nouvelles solidarités. Et c'est pour ça que je suis hyper content d'être là, et c'est pour ça que je suis hyper content de vous entendre. C'est parce que je pense qu'à l'aune de la question sociale, pour le coup, qui réapparaît une fois qu'on a fait l'analyse de la question technologique, et à l'aune de la question démocratique, on a deux énormes enjeux. C'est comment on redistribue, comment on organise les solidarités, question sociale, et comment on arrive à vivre dans une république, et j'insiste sur ce terme, dans une république suffisamment liquide, suffisamment adaptée à la chose numérique pour qu'on puisse revivre ensemble à nouveau et qu'on arrête de se détester les uns les autres. Bien.